Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans notre nouvelle émission des interviews où nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Christophe. Jean-Christophe qui nous vient des Côtes d'Armor, si j'ai bonne mémoire, à Saint-Michel et qui a pas mal de choses à nous raconter, notamment son périple sur Saint-Jacques-de-Compostelle et nous raconter aussi son futur projet de bistrot-librairie qu'il va créer dans son petit patelin, là-bas, tout là-haut dans le 22, là, Bonjour Jean-François, comment tu vas? à pied. Comme toi, pour ton À toi de voyage cheval aussi. à Saint-Jacques-de-Compostelle, il me semble. Oui, tout C'est à quelque fait. chose qu'on fait à pied. Oui, Et nous allons commencer notre émission par cela, voilà. où tu vas nous conter un petit peu ton périple, d'où tu es parti, les Oui. motivations qui t'ont fait te mettre sur ce chemin-là, etc., etc. Donc Bien sûr. déjà, comment t'es venu l'idée de partir sur Saint-Jacques-de-Compostelle et pourquoi surtout? Alors, le comment, et je crois que pour beaucoup d'entre nous c'est un peu la même chose, il y a depuis un moment on y pense. C'est pas un chemin que l'on improvise comme ça du jour au lendemain. C'est une envie souvent lointaine. On se dit j'y vais, et puis après souvent j'y vais, puis j'y vais pas parce que j'y pense et puis j'oublie, puis parce que on a des petits travaux dans la vie, des petits trucs qui font que voilà. Puis un jour, ça devient un besoin pressant. C'est-à-dire, c'est un moment qui va prendre son sens parce que suite à une émotion grande, une émotion souvent qui est pas très agréable. Ça peut être Une épreuve de la vie ou quelque chose comme ça? oui, une épreuve de la vie, c'est-à-dire le décès d'un être proche, une séparation, la perte d'un emploi. Dans ton cas, c'était quoi? Une fragilisation de toute manière dans le système établi dans lequel on naviguait, qui faisait que on échappait un petit peu et quand on est facilement dans j'y pense puis j'oublie quoi. Moi, mon cas personnel, après c'est des choses qui sont plus ou moins intimes. C'est-à-dire il y a en l'occurrence c'était Ça peut être le départ de quelqu'un ou... non, c'est un cumul. En fait, je crois qu'il y a un faisceau de convergence. D'accord, un je peu comme dis, une éprouvette qu'on remplit puis qui déborderait? voilà, il y a un événement qui peut être majeur, qui va être le déclencheur, Voilà, oui, tout simplement. qui amène par exemple pour certains, une forme de dépression. C'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Voilà, qui va être le déclencheur. Et puis, là, il va falloir solutionner beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'encours, beaucoup de choses qui est de vieilles patterns que l'on traîne derrière soi, dont on n'a au final pas vraiment conscience. Mais on sent qu'il y a une gêne. Et là, à ce moment-là, ça va être le moment. Avec cette goutte, ça va être le moment. Et cette goutte est le déclencheur. Mais c'est pas la raison. Il y a un faisceau de convergence. J'ai vu beaucoup de gens, la plupart de ceux que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés, avaient beaucoup de choses à régler, à comprendre, à s'apaiser. Notamment, oui, rentrer dans l'apaisement. Donc c'est d'autres personnes qui t'ont parlé un petit peu de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu es pas venu tout seul? La première, alors j'en avais déjà entendu parler, mais ce qui m'a donné vraiment envie il y a longtemps, c'était le film de Colin Serrault, Saint-Jacques-la-Mecque. D'accord. Et là, cette année, au mois de mai, j'ai pu voir le film The Way, un petit peu en avance Oui, la j'imagine que tu l'as présentation vu sur en Internet, salle, sur Internet, voilà. Mais en fait, Pirate, va. en quelque sorte. Mais c'était pas mon intention, d'autant que j'avais pris comme ça au pif. Et avec grand plaisir, je me suis aperçu qu'il traitait de ce sujet-là. Et là, ça a été une partie de l'élément déclencheur. Voilà. Et puis après, il y a le visite d'une praticienne, notamment d'une acupunctrice, qui m'a fait montre de mes faiblesses. Et ça s'est imposé à moi au travers d'une séance. D'acupuncture, quoi. Oui. D'accord. Où elle Elle a révélé des points sensibles. des points sensibles et quasiment. Mais d'ailleurs, j'étais dans son cabinet et j'ai pris la décision à ce moment-là.
C'est devant dans elle. le cabinet de l'acupunctrice que... Ouais, j'ai que- pris la décision. J'ai dit, ok, maintenant là, J'y je vais. vais y aller. Ouais. Alors, dans ta tête, tu t'es dit, j'y vais seul ou j'y vais avec quelqu'un ou je vais trouver un groupe pour marcher avec moi. Ça s'est passé. Enfin, Je ne peux pas prédire pour l'autre. Pour moi, c'est le Camino. Pour moi, c'est un peu seul, quoi. Pas seul parce qu'on va rencontrer. tu pars à la rencontre d'autres personnes. Quoi. Oui. Voilà, Mais d'accord. c'est une grande liberté que l'on s'offre et je me vois mal accompagné avec quelqu'un ou peut-être une personne très proche, si vous êtes marié, une compagne, mais encore ça, le Camino, c'est vraiment un endroit où il se passe des choses. On n'y trouve pas nécessairement ce que notre ego cherche, mais il va nous être présenté des choses très très étonnantes, D'accord. qui n'est pas lié au désir du départ ou au fantasme du départ. Mais il y a quand même quelque chose de spirituel dans cette démarche. Elle est essentiellement spirituelle, ouais, Oui. et non pas religieuse. Non, j'imagine bien. J'ai vu... Je mélange pas les deux non plus. Hein. Ouais, à dessein. J'ai vu deux, trois catholiques, mais sans plus. Après, j'ai vu des juifs israéliens, j'ai vu un Syrien, le pauvre. J'ai vu beaucoup de personnes d'Amérique latine, l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine. C'était extrêmement étonnant. Beaucoup de Coréens, énormément C'est là de que Coréens. En fait, le mot faire son chemin prend tout son sens en quelque Oui, sorte. parce que c'est un chemin au-devant de l'humanité. C'est un chemin au-devant et avec. C'est pour ça que le fait d'être seul, on n'est pas seul, mais le fait d'y aller vous laisse une liberté, une amplitude de réaction. Vous faites suivant votre sentiment et non pas un sentiment partagé, c'est-à-dire discuter avec l'autre. D'accord. Tu y vas là-bas et tu fais suivant ce que tu ressens à l'instant. C'est clair. Mais comment je pourrais dire ça quand tu es parti, les gens que tu as pu rencontrer, c'est des gens qui marchaient dans le même sens, parce qu'en fait, quand on marche dans le même sens, on peut pas se croiser. Donc il faut quand même qu'il y ait un point de chute pour que les gens se croisent quelque part ou se rencontrent. Oui. Alors, ça se passe comment ? Moi, j'ai fait 2 caminos en un. Je suis parti de Tours pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc ça, c'est la première partie. Et la seconde, c'est de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago. Et puis après, on pousse à Fisterra, un peu Muxia. C'est vraiment la côte Finistère. C'est très identique à chez nous ici, quoi. Finistère, quoi. Oui, il pleut autant. C'est l'Arbette là-bas aussi. Mais c'est vraiment magnifique là-bas, c'est extraordinaire. J'imagine Et puis bien. c'est l'Espagne, c'est une autre On n'est culture. pas encore arrivé là-bas, on va pas Voilà. aller trop vite. Et alors, moi je suis parti de Tours pour des raisons il me fallait un départ. Et puis je redoutais un petit peu le fait de partir du Puy-en-Velay parce qu'il y a beaucoup de monde qui part au même moment. Donc en fait c'était une histoire un peu imaginée. Je me suis dit non, je vais pas avoir autant de monde que ça, autant de monde. Mais pourquoi pas de Bretagne ? Justement parce que tu habites en Bretagne. Tu es Ben ça c'était justement. Ça, c'est la grande question. Non, là on part de chez soi, tout à fait. Et là j'avais fait le calcul, je restais à peu près 3 semaines tout seul, et c'est quelque chose qui me faisait peur. Je me voyais pas marcher 3 semaines tout seul sur mon terrain de jeu. En plus, je traversais les monts d'Arrée où j'ai plein d'amis, plein d'histoires, plein de souvenirs. C'est un endroit que t'avais peut-être peur de t'arrêter en route en fait. Oui, de traverser mon terrain de jeu, mon terrain de vie. Donc je me voyais pas partir de là et donc j'ai choisi de manière absconde le Tours. Voilà, Tours. J'avais été assez longtemps dans les scouts. C'est là où j'avais fait ma promesse. Bon, je me suis dit tiens voilà, c'est aussi bien, voilà, c'est Tours. Et donc je suis parti de Tours. Effectivement, je vais pas rester 3 semaines tout seul, je vais rester 4 semaines tout seul. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je ne fais pas 3 semaines, je vais faire 4 semaines. Voilà. En fait, j'ai pas traversé la Bretagne, j'ai démarré à Tours, redoutant le fait de traverser la Bretagne et puis de récupérer la voie de Tours au niveau probablement de Poitiers, et je vais me retrouver en train de cheminer seul, mais en fait pas seul, je vais être en rencontre en permanence avec l'autre.
Et ce qui est étonnant, c'est justement le regard de cet autre. C'est un chemin qui ne laisse pas indifférent. C'est un camino je crois que Qu'est-ce que tu appelles Camino? Le Camino, c'est le chemin, tout simplement, en espagnol. Mais quand tu rencontres El Camino. Mais chaque fois que tu rencontres un autre Pellegrino, tu dis buen camino. Bon, non, en France, mais comme je rencontre personne, oui, tu parles pas, en fait, tu te parles à toi-même, quoi. Non, je rencontre, mais pas des gens qui sont sur le Camino. D'accord. C'est en Espagne, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, que je vais rencontrer des personnes qui font le Camino. Mais avant, je ne rencontre quasiment personne. D'accord. Tu avais quoi dans parce que j'imagine que tu avais un sac à dos avec plein de choses dedans. Oui. Après, je peux parler du sac à dos et du matériel parce que ça a son importance. Mais je voulais juste revenir sur le fait que les personnes avec lesquelles nous allons avoir une relation, tant ceux qui vont vous héberger qu'une personne simplement croisée dans un bistrot ou n'importe où, sur une place, dans un champ, dans un bois, c'est le fait de voir quelqu'un qui se déplace avec cette coquille sur le sac, parce que la traversée en France, j'avais une coquille. Je m'étais dit, tiens, c'est une coquille Saint-Jacques, bien sûr, que j'avais récupérée à Locquémot. Pour un breton, c'est un peu normal. Précisément. Surtout un breton du 22. La baie de Saint-Brieuc est bien connue pour ça, au moins. Oui, c'est vrai. Et pour les algues vertes aussi, mais c'est un autre débat. Un autre sujet. La version baie des cochons. Donc là, on se retrouvait grâce à quelque part ce passeport qui nous autorise à une relation, c'est-à-dire que la personne vient à toi et te dit, tiens, c'est marrant, tu fais le chemin de Saint-Jacques, et là ça ouvre une conversation. Mais pourquoi tu le fais? C'est un peu toujours la même question. C'est pourquoi? C'est parce que j'en ai envie, déjà, pour commencer, et puis ça, j'imagine bien, oui. J'en ai besoin. C'est pas un GR. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, mais après tout, tu fais le GR30, c'est ça. Non, c'est pas un GR. Non. C'est le Camino. C'est une quête quelque part. Oui, sauf qu'il n'y a pas de Saint Graal. Voilà. C'est une quête c'est un moment avec soi-même. C'est un moment intime. Je dis avec soi-même, mais en même temps avec l'autre. C'est très important, surtout cette unicité que je vais rencontrer dans cette deuxième partie du Camino qui sera en Espagne à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et cette descente de la France va être au départ, j'ai redouté un petit peu parce que je me disais, la vache, ça fait quand même du chemin, quoi. Ouais, parce que quand on regarde la carte, ça fait peut-être 600 ou 700 bornes, mais en fait, tu tricotes. Droite, gauche, droite. C'est pas tout droit. C'est pas tout droit. On n'est pas des oiseaux. Précisément. Et donc, on se fait, facile dans les 800 bornes. Moi, 800 bornes, j'ai jamais fait un raid aussi long. J'ai fait des raids de 200, 300 bornes, mais pas 800 bornes. Puis après, ça continue en Espagne. Donc, je me disais, mais en fait, c'est une simplicité, c'est surprenant de simplicité. C'est nous tous les humains, sauf les cul-de-jatte, bien entendu, nous levons. Dirait monsieur Georges Brassens. Précisément, pour pas le citer. Nous levons le matin. Et nous allons vaquer à nos activités. Mais en fait, on se déplace sur nos deux jambes. Oui. C'est la même chose. Tu te lèves, tu mets ton sac, et tu pars. Et il y a quoi dans ton sac? L'essentiel, l'incontournable, enfin voilà, la désirée est bienvenue. Non, en fait, j'ai préparé mon sac, mais je n'ai pas préparé le Camino. Je ne pouvais pas être dans l'idée, puisque ça faisait quand même un certain temps que j'étudiais. Alors certains vont trouver l'idée un petit peu abscon, surprenante. La loi de l'attraction, de l'intention. J'ai écouté les propos de Jacques Canfield, de Krishnamurti, de Wayne Dyer, d'Al Milman, de Richard Bach. Je me disais, je ne peux pas préparer ce qui n'est finalement pas de mon ressort. Ce qui est de mon ressort, c'est mon sac, d'avoir de bonnes chaussures aux pieds, un bon matériel pour affronter les... Voilà, tout à fait. Un bon matériel pour les intempéries. Et puis, après, on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire, on se remet dans la main de Dieu. De Dieu. Ou
de l'univers pour certains, ou de ce qu'on croit. De la version. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est cet abandon. Pour moi, il était très important. Donc, je me suis abandonné. J'ai préparé par contre mon sac. C'est carrément un lâcher prise. Hein. Un lâcher prise parce que je suis parti sans rien avoir préparé. C'est-à-dire que je ne savais pas. Je savais que mon point de départ c'était Tours, mais je ne savais pas le soir même où j'allais dormir. Ni le soir lendemain. Je n'avais même pas pris de carte, rien. Et tu marchais quand tu Eh bien, j'ai rencontré des gens. C'est-à-dire qu'au départ, dans Tours même, j'ai demandé ma direction. Je cherche. Je savais que c'était la voie de Tours. J'avais regardé ça sur Internet, mais c'est la seule chose que je savais. C'était la voie de Tours, qui est la plus vieille voie, je crois, du chemin de Saint-Jacques en partant de France, quoi. D'accord. Après viennent les autres voies. Et puisque c'était Paris, Tours, Bordeaux, enfin Poitiers, Bordeaux. Puis... Mais Tours, ça fait un sacré chemin, quoi, quand même. Hein. En fait, ça fait en apparence un sacré chemin, mais ce n'est pas un sacré chemin, parce que c'est ce que je te disais, on se lève le matin, tous. La seule différence, c'est que tu mets ce sac et tu vas marcher. Et tu vas marcher en direct vers nulle part. Parce que dans ton esprit, c'est nulle part. D'ailleurs, j'imagine bien qu'il n'y a pas de panneau qui indique Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi. Alors, si, tu vas voir des bornes. Au départ, tu ne les connais pas, mais ton œil va s'exercer. Tu vas voir qu'il y a un fléchage. D'accord. Alors, certaines communes le font de manière plus ou moins diffuse. C'est-à-dire qu'on va vraiment les chercher, mais au bout d'un moment, ton œil s'affûte et devient assez pointu. Et il y a une notion qui est aussi très importante dans le Camino, c'est le fait que tu vas tout le temps demander quelque chose à quelqu'un. Enfin, comme moi, je n'ai rien préparé, je suis complètement dépendant de la relation avec, des relations que je vais nourrir avec les personnes avec l'autre. L'autre, ça peut être le cafetier, ça peut être le postier, ça peut être le paysan du coin, un gamin, enfin bref. L'autre, c'est tout le monde. Que tu croises, quoi. Tout à fait. Mais j'insiste encore sur le fait que au bout d'un certain temps, ça intervient à peu près en gros presque une semaine après le départ, c'est-à-dire ce côté où on se déconnecte de notre existence. Il faut à peu près, certains le disent, 7 jours. Moi, je l'ai vécu à peu près comme ça. 7 jours pour se déconnecter, pour rentrer sur la route vers nulle part, parce que Saint-Jacques, c'est nulle part, c'est là-bas, c'est presque à 2000 bornes, tu sais même pas où c'est, quoi. En plus, bon, certains s'y sont déjà rendus, moi non. D'ailleurs, je n'ai jamais été en Espagne, je savais absolument pas quelle était cette route-là, et surtout à Pince. Quand tu parles de déconnexion, c'est la déprogrammation de tout ce que tu peux faire chaque jour. Oui, tout à fait. C'est ce moment où tu vas même cesser de penser à ta vie, à ce que tu fais, à ton travail. C'est un moment où tu rentres, bien sûr, en introspection, mais pas un truc obligé où on se martyrise en disant oh là là, il faut que j'avance, il faut que je trouve une clé absolument, il faut que non, tu lâches prise. Oui. En gros, c'est ça. Hein. Tu lâches prise, tout simplement. Tu lâches prise et puis tu te remplis du décor, de la nature, fait partie de ton décor aussi l'autre. C'est-à-dire que l'autre va te décorer quelque part, il t'observe, il te regarde, il te parle. Et au travers de ses yeux, souvent, quand tu t'exprimes et tu racontes ton intention, tu vois que son regard s'ouvre. Ses yeux sourient parce que ça évoque, mais quasiment chaque fois, quelque chose pour les gens. Ça évoque vraiment quelque chose. C'est quelque chose de très profond, marqué en France. C'est très étonnant. Je ne pensais pas qu'autant de personnes pouvaient être sensibles à cette démarche. Mais n'est-ce pas là le côté essentiel quand même du voyage aussi en même temps? Croiser des personnes qui comme toi se déconnectent et puis alors ça c'est pour la seconde partie qui va se trouver en Espagne, parce que en France je vais croiser que quelques personnes qui seront en vélo notamment, et c'est tout. Alors ça aussi c'est la manière de faire le Camino. J'ai vu des personnes qui le faisaient une semaine par une semaine, et depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire partant de Tours ou de Vézelay, et surtout du Puy-en-Velay. C'est dommage, parce que ils vont commencer à devenir quelque part, je dis bien devenir le Camino,
et à ce moment-là, il s'arrête. Ça, Ouais. c'est très dommageable. Un peu l'exemple que je pourrais donner, puisque j'en discutais après lorsque j'étais en Espagne avec d'autres jackets, d'autres Pellegrino. C'est un peu comme si vous regardiez la bande-annonce d'un film et puis vous dites ah dis donc, bah, j'ai vu le film. Eh oui, mais on l'a vu en Pointillé. Oui, t'as rien vu du tout parce que tu as vu un résumé, mais tu n'es pas Camino. C'est pas un état, c'est pas un diplôme, mais c'est rentrer dans un accord avec soi, un accord. Un état d'esprit. Oui, un état d'esprit, un accord, une harmonie en soi, Oui. qui se dégage au fil du temps. On n'est pas obligé de le faire comme moi pendant 2 mois, mais déjà un mois, c'est pas mal. Mais il me semble que ce soit vraiment le minimum. Ça ne se fait ni à vélo, ni à cheval, juste à pince. À vélo, c'est une randonnée. Vous faites 100 km, en 10 jours, vous avez fait le Camino. Mais ça veut rien dire. C'est-à-dire, en partant de Saint-Jean-Pied-de-Port, en 10 jours, vous l'avez fait. Oui. Mais c'est une balade. Mais vous n'êtes pas Camino. Parce que on se porte soi-même. On porte son sac. On porte, pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés, et moi-même, nos bagages qui sont On pourrait presque surtout à t'entendre parler, nos soucis, nos vieilles paternes. C'est un voyage de nettoyage, de décrassage, Oui, un mais moi, voyage d'espoir. Ça me fait penser au karma. C'est-à-dire Quand tu parles de nettoyage, de machin, j'ai l'impression que on a notre karma à l'arrivée, puis on se nettoie on nettoie son karma et on s'allège en fait. On allège notre fardeau. Alors pour certains oui, et pour certains d'autres non. J'ai vu et j'ai croisé des personnes. Mais alors je voudrais juste encore revenir sur les personnes qui font cela si brièvement en pointillé ce D'accord, que tu oui. disais. C'est un peu aussi comme une autre métaphore. Je vais me laver, voilà, je vais me nettoyer, je vais me décrasser. Voilà, vous remplissez votre baignoire. Allez, bonne eau, bien la température que vous voulez. Vous vous déshabillez et vous mettez votre annexe. Vous ressortez votre annexe et vous dites, ah voilà, je me suis lavé. Oui, mais non quoi. Et vous êtes lavé le doigt, mais pas plus. Bah oui. C'est-à-dire qu'il faut s'impliquer. Comme dans toutes les bonnes et grandes réalisations de notre existence, elle passe par notre implication. Et cette implication est nécessaire pour avoir les fruits, justement. On se retrouve tout de suite après la pause pour notre périple en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. À tout à l'heure, Jean-Christophe. Nous voilà donc réunis après cette petite page musicale, une nouvelle fois avec Jean-Christophe pour notre périple à travers la France, l'Espagne en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et nous avions laissé notre conversation sur l'implication de chacun pour ce voyage. Oui, tout à fait. C'est une implication qui, au travers du Camino, ouvre notre cœur au ressenti. Et cette notion, me semble, est importante parce que le ressenti, c'est au bout d'une dizaine de jours, 7-10 jours, c'est comme si on avait des antennes. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un parce qu'on a, enfin, comme moi, j'ai absolument rien préparé, je n'ai aucun guide, je suis toujours obligé de demander ma route. Je ne sais pas. C'est-à-dire que lorsque je perds une borne, lorsque je n'ai pas vu un des signes, un balisage ou un fléchage, je suis obligé de demander où se trouve mon chemin. Et c'est cette relation avec l'autre qui au départ me gênait, est devenue le lien, le trait d'union avec. Ça me parle ça. avec l'autre justement, c'est un trait d'union, et si beaucoup d'entre nous sommes pessimistes sur notre société, sur le monde dans lequel nous évoluons, sur les travers du temps économique, politique, dogmatique pour les religions, ne trouvent pas leur place là, juste là, dans ce trait d'union. Tout se passe. Et ça se passe dans l'instant, dans l'instantanéité. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est la route vers nulle part, mais c'est ici et maintenant. Et c'est là où le carpe diem prend tout son sens. Si on n'en a pas conscience au départ, croyez-moi que assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 10 jours, on est dans le carpe diem, dans l'instant présent, parce que on n'a rien devant, rien derrière. Oui, mais on peut appeler ça l'essentiel aussi. Oui,
On est ramené à l'essentiel, je marche. Je marche vers quelque part, mais je sais pas vraiment où. Je sais que j'ai besoin de marcher. J'ai ce besoin de poser les choses, mais je n'en ai pas conscience. C'est-à-dire, j'en ai besoin, mais c'est pas clair. Ça va se définir au fil du Camino. Au départ, j'avais un peu, peut-être parce que j'étais sujet à l'émotion des films que j'ai cités tout à l'heure, ou même d'un ouvrage que j'avais lu de Jean-Christophe, je sais plus comment il s'appelle. Bien, vous avez le même prénom. Ouais. Un gars qui a écrit, il était dans la politique, il était, je crois qu'il est sénateur ou ambassadeur. Oui, c'est Ruffin. Donc Jean-Christophe Ruffin qui a écrit un livre. J'ai lu ce livre-là, j'ai vu son émotion, et il se trouve que l'émotion que moi j'ai eue et le ressenti était vraiment diamétralement opposé au sien. Non pas opposé dans la conviction ou opposé dans l'idée ou une idéologie. C'est simplement, lui, il s'est maintenu. Si vous lisez son livre, il s'est maintenu à côté. De temps en temps, il a eu des parallèles, des points de jonction avec d'autres personnes, notamment sur le Camino. Mais globalement, il campait tout seul. Il a fait la partie espagnole, mais le Camino del Norte, c'est-à-dire le chemin du littoral espagnol. Mm-hmm. Mais il n'a pas il l'a fait souvent en autonomie. Moi, pas du tout. Par exemple, sur le Camino, il n'y a pas un soir où je n'ai pas pris une douche chaude. Donc tu étais chez l'habitant. Alors en France, voilà, si on parle du chemin en France, et notamment la voie de Tours, ça va être difficile. Je vous le dis franchement, parce que, notamment au niveau de la région de Poitiers, vous verrez des superbes ronds-points avec des sculptures, avec toute une imagerie liée au chemin de Saint-Jacques, sauf que il n'y a rien. C'est le vide. Ah oui. Il va falloir trouver les personnes qui vont vous héberger. Et ça, ça n'avait rien préparé, il n'y avait pas d'annuaire, il n'y avait que dalle. J'avais rien. En plus, j'ai pas de téléphone portable, donc c'était vraiment nature, hein. J'étais un bon pèlerin. et donc, je vais de personnes, d'hébergeants, enfin d'hôtes, en hôtes, parce qu'ils vont me dire le matin, tiens, tu devrais aller voir telle personne à tel endroit, mais ça peut être des fois à 40 bornes. Donc on ne sait pas. Ah oui, il y a aussi la notion du marché, c'est-à-dire qu'au départ, je vais faire 3-4 km/h, guère plus, parce que je vais avoir des ampoules, parce que j'ai arrêté de fumer la pipe. Donc je me trouve confronté avec des petites choses. D'ailleurs, je ne vais même pas parler d'ampoules, des ampouillas, comme disent les Espagnols. Les ampouillas. Les ampouillas, ça fait mal, les ampouillas, matoué. Et maintenant, alors, si jamais vous avez le désir de faire ce Camino, ou même une randonnée, n'hésitez pas à aller acheter de l'huile de vaseline. Vous enduisez les pieds, vous mettez les chaussettes légères, pas des grosses chaussettes, des chaussettes légères, et je vous garantis que vous n'aurez pas d'ampouillas. Ouais. Et ça, c'est effectivement, dès le départ, je vais avoir 2 ampoules sous le pied gauche et une ampoule sous le pied droit. Je vais être vite ramené à ma condition physique. C'est clair. Mais au bout de 10-15 jours, ça va déjà quand même vraiment, vraiment bien. Oui, je n'ai plus ce souci-là. Et au bout d'un mois, c'est une chose étonnante, votre pied devient rond. Alors parce qu'il se muscle, il y a une espèce de carne ou quelque chose comme ça qui se fabrique. Oui, en fait même une musculature. Votre pied devient rond. Le dessous de la voûte, des fois, vos orteils ne touchent pas quand vous mettez le pied au sol en arrivant à l'alberguer. Où les orteils ne touchent pas le sol, il est rond. Le pied retrouve ses fonctions primaires, quoi. Tout à fait. Et vous n'avez plus du tout d'ampouillas. Et à partir de ce moment-là, dès que vous avez, chacun ira de son expression. Moi, je dis le pied rond. Non, je sais pas ce que disent les autres, mais à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus de problème du tout. C'est-à-dire que votre corps a pris une amplitude, un rythme
vous ferez aussi bien 50 km aujourd'hui. Demain, vous reposez un petit peu, vous en faites que 25. Mais franchement, ça ne vous pèse absolument pas. On ne le sent pas. On ne le sent vraiment pas. Ce n'est pas... je me demandais, est-ce qu'il va y avoir des contraintes, que ça va être dur Non. C'est d'une simplicité. Vous mettez juste votre sac. Vous partez à l'aurore parce que vers 5-6 heures du matin, je partais à ces heures-là. C'est pas parce que je me confrontais et je souffrais. C'est simplement parce que il fait frais. Il fait plus frais. Eh ben oui. Partir à la fraîche. Oui, parce que alors là, il faut savoir que je suis parti le 17 septembre, mais en septembre, cette année notamment, il faisait quand même assez chaud. Oui. Et là, vous allez essayer de faire une vingtaine de kilomètres le matin pour n'avoir qu'une quinzaine à faire l'après-midi, en prenant votre temps, en prenant vraiment faire une bonne sieste, profiter de cet instant béni, parce que pour vous, parce que c'est toujours la route vers nulle part. Et l'accueil chez les gens, ça se passe comment alors ? Alors, en France, ça va être des gens alors pour la voie de Tours, n'ont quasiment jamais fait le chemin de Saint-Jacques. Je vais rencontrer des hospitaliers qui vont m'accueillir à partir de Bordeaux, qui eux ont fait le chemin de Saint-Jacques. Mais avant, d'aucuns n'aura jamais fait ce camino. Donc ils ne savent pas, ils ne ressentent pas, ils ne comprennent pas nécessairement nos besoins. Ils sont dans des règlements. Oui, mais il faut nous prévenir avant. Machin. Moi, j'ai pas de portable, je suis un pèlerin, j'ai rien préparé, je marche. Comment leur dire c'est la route vers nulle part, j'en sais rien. Un pèlerin, celui qui a fait le camino, lui il sait. Lui, il comprend. Pas qu'il l'a vraiment fait, c'est-à-dire qu'il a pris au moins un mois de son existence pour ce chemin. N'oublions pas que c'est quand même un chemin que l'on fait parce qu'on en a besoin. Or, ce besoin, c'est aussi une manière... Alors, pour certains, je ne sais pas si j'ai dit, c'est pas parce qu'ils ont perdu un enfant, d'autres parce qu'ils ont divorcé, d'autres parce qu'ils sont veufs. Un veuvage récent. Enfin, chacun ses raisons en fait. Chacun ça goûte. Voilà, ça goûte. Ça c'est la goutte. Et après il y a cette convergence de raisons autres qui crée cette espèce de transformation. Voilà, on va dire. parce que sinon il y a 1000 autres façons de faire un chemin intérieur. C'est clair. 1000 et une façons. C'est pas parce que s'asseoir dans une pièce précisément. En Bouddha et puis voilà quoi. Voilà. Il y a pas. Si on fait celui-là, c'est dans un certain. C'est même pas une attente, c'est un certain besoin. Oui, puis c'est fait avec le cœur, quoi. C'est fait avec son cœur pour soi, pour les autres. Alors, ensuite, dans la partie espagnole, parce que la partie française, bon, je vais assez. Je vais aller assez vite dans la partie française. Oui, parce que je vais pas faire plaisir à toutes les personnes qui peuvent nous entendre. Je suis désolé, mais c'est mon ressenti. Donc après, vous aurez. Tu peux en parler. Si vous avez l'occasion de le faire, vous aurez bien sûr votre ressenti. Moi, j'étais très attristé de l'état de la France. Non que je sois chauvin ou franco. Non, j'étais attristé par la vision que j'ai eue de la campagne. Déjà, monoculture, maïs d'un côté, tournesol de l'autre, et ça va être jusqu'au Pays Basque. Ça, c'est une catastrophe. C'est clair. C'est une catastrophe écologique. Pour moi, le côté humain. Le côté humain, peu de choses ont été préparées parce que ce n'est pas. Je crois que vraiment le chemin de Saint-Jacques, si une personne veut le faire vaut mieux, à mon sens, qu'il parte du puits. D'accord. Ce que je ne voulais pas faire au départ, je pense que c'était une erreur. J'aurais dû partir du puits. Disons que peut-être les hospitaliers, oui. Si j'ai bonne mémoire, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Les hospitaliers sont peut-être plus habitués à recevoir les pèlerins, peut-être. Oui, puis souvent l'ont réalisé eux-mêmes. Oui. Donc il y a cette empathie naturelle, cette compréhension intrinsèque de l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. On est toujours arrivé à l'autre en fait. Hein. On est toujours, mais parce que c'est un camino, c'est soi et l'autre, c'est une grande réconciliation. Ouais. C'est une grande réconciliation et en même temps l'autre en permanence te fait miroir. C'est un peu ce qui m'a mis en colère hier soir. L'histoire de l'autre. Pour ce que tu m'as raconté, on n'est pas là pour en parler. Voilà, c'est un autre problème. Oui, entre nous, c'était Facebook. L'illusion, voilà.
Donc là, c'est une relation en direct avec l'autre et qui amène au partage, à l'empathie, à une forme d'empathie, à une compréhension de toutes ces antennes qui se sont dégagées de vous. Vous êtes comme si vous étiez plein de petits capteurs partout et vous ressentez les choses comme une vibration, quoi. D'accord. Et ça va surtout se manifester lorsque je vais rencontrer, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, en Espagne, les autres pèlerins, quoi. Parce que nous allons partager, nous sommes ensemble sur le même chemin, et nous allons partager justement cette Tu vas pas parler de souffrance quand même. il y en a. Parce qu'on peut parler aussi peut-être de chemin de croix ou. Non, c'est pas un chemin de croix au sens propre. C'est simplement que l'autre va vous parler de ce qu'il est, et de ce qu'il ressent. Et ce sont des choses. Moi, je m'y attendais pas, puisque je reste 4 semaines comme ça sans rencontrer des personnes qui fassent la même chose que moi et qui aillent dans le même sens que moi. Et là, d'un seul coup, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, ça va être une révélation. C'est-à-dire, je me trouve confronté avec des personnes qui ont eux aussi leur motivation. Et elles sont, ce que je disais tout à l'heure, oui, tout à fait, très très différentes les unes des autres. Mais par contre, on est tous ensemble sur le Camino. Et ça, c'est une notion que on est tous ensemble. Est-ce que ça, c'est des petits groupes qui se forment ou comment ça Alors, comment ça se passe il y a. C'est suivant les personnalités. Il y a des groupes qui se forment et qui vont rester quasiment du début jusqu'à la fin. Et puis des personnes comme moi qui vont adhérer à. Les groupes par nature, c'est pas trop mon truc, mais je vais rencontrer une ou deux personnes avec lesquelles je vais marcher pendant un jour ou deux ou trois ou quatre. Et puis on va, par la magie du Camino, on va se séparer. C'est-à-dire qu'on s'en aperçoit même pas, mais chacun reprend comme une bouffée d'oxygène. Il y a des moments où tu vas commencer vraiment à discuter, à échanger avec l'autre. On va d'ailleurs assez loin. Et puis il y a un moment où, non, c'est l'heure et il faut que tu ailles. Voilà, tu vas comme une inspiration, tu vas respirer ailleurs. En fait, c'est une forme de nourriture. On se nourrit un petit peu de l'autre et on nourrit l'autre un petit peu. C'est plutôt le miroir que fait l'autre. Oui. En fait, ça renvoie quelque chose, quoi. Ça renvoie systématiquement quelque chose. D'accord. Et il y a des moments de repos où je vais marcher pendant une journée, voire 2 jours tout seul. C'est marrant ce que tu dis, hein, des moments de repos où je marche. Oui. C'est marrant. Oui. Et c'est ce moment où de repos, où tu laisses décanter ce que ton ressenti, parce que il y a aussi le fait d'être en Espagne. Je parle pas espagnol. Comment est-ce ça? Et non. Et je parle pas anglais. Or, la langue du Camino... À part l'anglais à l'échalote... Voilà. Et la plupart des personnes... Il y a beaucoup d'étrangers, de personnes qui sont et c'est l'anglais. Donc on parle l'anglais et l'espagnol. Il faut savoir aussi que quand tu es en Espagne... Attends, c'est English. Il se révèle qu'un espagnol, par nature, ne parle que espagnol. Faut pas croire. Ça, c'est quelque chose de très remarquable. Et d'ailleurs, c'est une des langues les plus parlées au monde. Si c'est pas la plus parlée après le chinois, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, je pense que c'est l'anglais. L'espagnol vient ensuite. Parce que, ouais, c'est plutôt l'espagnol. L'anglais espagnol, ouais. Il me semblait que le chinois était plus parlé. Mais parce que de la Chine, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça. Oui, mais là... Enfin, bref, c'est pas le sujet non plus. C'est pas grave. Et donc là, on va prendre son sac le matin, quitter un albergue, qui est toujours quelque chose vers nulle part. Et on ne s'attend à rien. Au bout d'un moment, il y a aussi le fait, on s'attend à rien et on s'attend à tout. Tu t'attends à rien et tu t'attends à tout. C'est-à-dire que tu es ouvert à tout, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est une aventure. Oui, mais une aventure qui ramène toujours vers qui tu es. Et qui ramène toujours vers l'autre. Vers ton essence ciel. Oui. Et vers l'autre. Oui. On est ensemble. La solidarité, le regard que nous portons mutuellement, toujours
ce geste, ce moment où quand tu vois que quelqu'un est en train de caler, des fois on va le soulager de son sac. Ah, il y a quand même une solidarité alors. Énorme. Ah, c'est beau ça. Énorme. Oui. Énorme. C'est une attention, ce que je n'ai pas vécu, puisque en France j'étais tout seul. Et sur le Camino, en Espagne, si. Alors par contre là, ça va être comment tu vas, est-ce que ça va bien, voilà, est-ce que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de pansement, tu as besoin de... Il y a toujours cette attention que l'autre te porte. Et ça, tu te sens vraiment pas seul. Et c'est pour ça que je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait depuis, parce que, encore une fois, les a priori, alors ça, c'est la pire des choses, me faisait me dire ah non je peux pas me mettre avec 500 personnes, je vais partir en même temps, oh là là, non j'ai envie de faire le Camino, et puis finalement je m'aperçois que oui, j'ai un petit peu loupé quelque chose. De l'autre côté, j'avais besoin aussi de ce moment, c'est vraiment pas mal. J'ai vécu les deux et c'est formidable. Ah oui, je fais partie de là, mais t'as traversé l'autre en fait. Précisément. Ouais. Voilà. Il y a donc pour revenir avec la France, j'ai vu tous ces villages qui n'ont plus de bistrot. Alors ça c'est une catastrophe. C'est-à-dire il n'y a plus de lieu de rendez-vous. C'est un peu comme si en Afrique il n'y avait plus l'arbre au palabre, quoi. Il n'y a plus de relation. Le lien, la chaîne, la relation humaine, à mon sens, qui se manifeste par les bistrots, parce que nous, l'arbre au palabre, compte tenu de nos températures, c'est pas évident. Par contre, la relation avec l'autre se fait au café, et on a c'est vrai que toi tu fais la différence entre le café et le bistrot. Oui, enfin c'est le bar et le bistrot. Et le bistrot, oui, le bar c'est d'autant que moi j'ai un bistrot. Et j'œuvre dans mon bistrot, dans l'accueil. Je fais le distinguo. Un bar, pour moi, d'abord le mot vient des États-Unis. C'est un endroit de plus de destruction que de construction. C'est-à-dire que la rencontre avec soi, oui, enfin, quand t'es perché sur un tabouret et les pieds qui balancent à 50 cm du sol, à mon avis, t'es plus trop en connexion avec le monde, avec le sol. Et puis, tu es en face à ton verre, face à la personne qui est de l'autre côté du comptoir, et il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de lien, quoi. D'élévation. Oui. On n'a pas parlé du passage des Pyrénées. Oui. Ça m'intéresse de savoir comment tu as traversé ça. Les Pyrénées ? Ouais. Comme il était à la poste. Non. Rien de particulier. Non. C'est quand même de la hauteur, quoi. Oui, là, c'était 1700 mètres pour Roncevaux. Le col de Roncevaux. Ouais. Là où est mort Roland. Entre autres. C'est ce que j'ai appris en histoire géo. Ouais, je sais pas trop, mais là. Il soufflait dans son corps, et puis pour appeler Charlemagne, et puis c'est la légende. Hein. Ouais, oui, mais enfin, Charlemagne, il avait pas son sonotone, quoi. Il était un peu sourd, le pauvre. Il y a une histoire d'épée, là aussi. Qui n'était pas de Damoclès. Mais bon, là, le paysage est absolument fantastique, et par contre, je plains vraiment ceux qui commencent le Camino à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, parce que d'emblée ils vont se prendre cette foutue montée, ils vont pas la voir arriver, mais ils vont vraiment la sentir passer. Moi, c'était très différent, parce que ça faisait déjà un mois que je marchais, j'étais en jambes, donc j'ai pas, ça ne m'a pas posé de problème. C'était. Oui, t'es bien constitué aussi en même temps. J'imagine que tout le monde n'a pas ta carrure ni. Non, mais c'est vrai, les auditeurs peuvent pas te voir, mais voilà, moi je vois. La carrure quand on a 17 kilos aux fesses, c'est-à-dire le sac à dos, non, c'est pas. C'est vraiment le fait d'être en condition. Et beaucoup de personnes commencent le Camino, notamment des Coréens. Il y avait pas loin, quand je me suis pointé, il y avait pas loin de 200 Coréens qui vont s'élancer à la conquête du col, et ceux-là vont souffrir, parce que d'emblée ils se retrouvent face à 1700 mètres de dénivelé, plus la descente qui est hyper raide de l'autre côté pour arriver à Roncesvalles disent les Espagnols, et cette descente elle est vraiment casse genou, quoi. Donc il y a deux routes. Je vous conseille de prendre la version soft. Moi, j'ai pris la version hard. J'ai eu mal au genou pendant 3 jours après. Donc, bon, chacun fait son Camino. Mais franchement, j'aurais été au courant. Ne l'ayant préparé, je ne savais pas qu'il y avait une deuxième route.
Oui. On va se marquer une petite pause. Oui, je t'en prie. On se retrouve d'ici quelques minutes. Oui, avec plaisir. À tout à l'heure, Jean-Christophe. À tout à l'heure. Nous nous retrouvons pour la toute dernière partie de notre émission, notre voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous venons de traverser les Pyrénées avec ce dénivelé très, très important qui fait mal aux pieds. Et nous retrouvons Jean-Christophe. Voilà. Donc, oui, une fois que vous avez les genoux en bouillie, effectivement, ça. Donc, la version côté de la descente, côté soft, c'est franchement conseillé. Alors après, sur le Camino, on va faire des rencontres. Alors, des rencontres, bien sûr, par affinité, mais aussi celles qui relèvent de l'anecdote. Je pense à Yasmi. Alors Yasmi, c'est une Coréenne, je pense qu'elle a une quarantaine d'années. Elle pipe pas un mot de rien du tout. Oui. Non, rien. Elle parle. Elle parle, mais on arrive à comprendre. Mais on a un langage autant avec d'abord du ressenti, puis avec les mains. Et cette Coréenne, en fait, est une artiste et elle fait beaucoup de comment ils appellent ça des performances. Et ça, je vais le comprendre au travers parce que j'ai rencontré d'autres Coréens qui parlent anglais, qui vont expliquer un petit peu sa nature. Et je sais pas pourquoi. Donc, au bout d'une semaine, à partir de Roncevaux, elle décide d'abandonner son sac à dos pour prendre une valise à roulettes. Ah bon? Une valise, oui, une valise d'aéroport à roulettes. C'est-à-dire, elle va commencer à marcher. Avec des roulettes? Avec des roulettes, mais avec des petites roulettes ridicules, quoi. Et ça, c'est incroyable, parce que je me souviens de ce matin-là, c'est à Antanas, je me lève, il est, il doit être 5h30 du matin, et puis le temps de prendre juste un petit café, puis donc à 6h, je suis sur le Camino, mais dans le noir, j'entends le bruit caractéristique d'une valise à roulettes, et là, parce que le chemin borde la route, pendant ce moment-là. Donc elle marche sur la route et moi je suis sur le chemin un peu en contrebas et j'entends ce bruit-là. Et là, bien sûr, je me fais un film. Alors un film fantastique, voilà, ça c'est extraordinaire. C'est une femme qui a été, elle quitte son mari, voilà. Il devait certainement être violent, donc elle le quitte en loose day, voilà, elle prend sa valise, par exemple, et elle va prendre le bus dans le bled à côté, etc. Mais comme je ne sais pas où je suis et je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où est le bled à côté, mais j'entends cette valise, mais ça va durer pas loin d'une heure où je vais me poser la question, mais qui peut marcher? Et comme à ce moment-là, je ne suis plus comme au début du Camino à marcher à 3-4 km/h. Là, je marche en moyenne à 6 km/h. Oui, donc c'est que t'es pas tranquille alors. Et là, j'accélère parce qu'on peut passer de 6 à 7 km après, c'est quasiment courir, donc non. 7, c'est presque, oui. Mais on a une foulée qui devient de plus en plus ample et qui nous permet de faire 35 km, mais ils sont quasiment sans apercevoir. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment magique, par contre. Donc, j'accélère. J'essaye. Mais elle accélère aussi parce qu'elle a entendu que quelqu'un la suivait. Et donc, elle accélère. Enfin, le jour se lève. Et je me dis, mais c'est pas vrai. C'est pas Yasmi. C'est pas Yasmi. Et c'était elle qui est en train de regarder un panneau nous indiquant notre route à venir. Parce que, par contre, en Espagne, le balisage, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Et ils ont pensé même à tout le monde, même à moi. C'est-à-dire un peu un trisomique. Mais tout a été prévu. C'est-à-dire, il y a une flèche d'un côté, une flèche de l'autre. Enfin, celui qui se perd, c'est qu'il a envie, quoi. Ouais, enfin, donc on n'est plus, c'est extraordinaire. Donc il y a le Camino à partir c'est quelque chose qui est extraordinaire en Espagne. Tout est vraiment, on marche vraiment dans des sentiers battus, souvent qui vont être, ils vont même des fois vous faire des allées en béton, mais qui durent 20-30 km. Des fois, ils vont même mettre des carrelages dessus. C'est de l'incroyable, quoi. Du carrelage? Oui, du carrelage, mais il faut, quand on raconte ça, on se dit, attends, mais ça y est, il a fumé la moquette. Je sais pas, mais c'est un truc, il faut aller voir. Faut le vivre. Oui.
À partir de Roncevaux, ça nous fait facile. Jouer à Roncevaux, c'est facilement 20 bornes comme ça, avec une espèce d'allée, avec d'une espèce de carrelage. C'est un truc incroyable. Bizarre. Voilà. Après, de Roncevaux, vous allez attaquer Pampelune. Alors, faut savoir que les Espagnols, ils sont remarquables. Il y a une fête à Pampelune aussi, avec les taureaux, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, alors j'ai eu de la chance d'avoir évité le taureau puis la fête. Oui. Mais j'étais stupéfait. Les Espagnols marchent énormément. Les Espagnols ne parlent qu'espagnol. Les Espagnols font énormément de sport. Tu arrives à Pampelune, c'est un immense parc qui entoure cette ville. C'est fabuleux à voir. Surtout quand tu viens, tu t'y attends pas. Tu les vois, ils sont en train de courir, en train de jogger, en train de faire du vélo, en train de jouer au rugby. Mais ils arrêtent pas. Ils travaillent pas, ils font du sport. C'est incroyable. C'est magique. Tu te ramènes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font du sport. T'inquiète pas. Et ils marchent énormément. C'est-à-dire que... Pour un peu, ils peuvent t'accompagner sur un bout de chemin, quoi. Tu sais, il y a quand même 55 000 Espagnols qui auront fait le Camino cette année. D'accord. C'est énorme. Ah oui, oui. En France, on aurait été entre 6 ou 7 000 à l'avoir Est-ce fait. qu'eux ne le font pas dans un sens religieux plus que toi dans un sens spirituel, on va dire? D'après ce que j'ai compris, il était bon ton d'avoir fait le Camino pour se faire embaucher. Donc d'accord, oui. Ça pèse endurance, quoi. Oui, mais sauf que le fait de le faire à 150 km de Saint-Jacques, ça suffit. Il faut que tu aies un certain nombre de... Il y a un minimum syndical, on va dire. Voilà, un minimum syndical pour être reconnu, et puis pour pour décrocher un contrat de travail, parce que ça fait bien d'avoir fait le Camino, d'avoir la Compostela qui conclut, si vous voulez, pour les pèlerinages, le Camino. Il faut, en arrivant à Saint-Jacques, vous ramenez avec votre crédentiel. Le crédentiel, c'est un papier sur lequel chaque fois que vous arrêtez dans des refuges en France pour pèlerins et albergués en Espagne pour les pèlerins tout lourd, chaque fois on tamponne. Alors que ce soit aussi bien en France qu'en Espagne, vous avez votre crédentiel va être tamponné. Il sera tamponné et ça, c'est votre passeport, si vous voulez, pour rentrer dans une alberguée. Parce que si vous n'avez pas votre crédentiel, vous ne rentrez pas. Ah oui, bah oui. Vous ne rentrez pas. Il faut chaque fois présenter votre crédentiel qui prouve bien que vous êtes un pèlerin et non pas un vacancier qui aimerait bien profiter un petit peu des avantages que peuvent offrir le Camino. C'est-à-dire la nuitée, si à Roncevaux elle est un peu, et ça je le dis en me vengeant, excessive, dans le genre 15 €, ça fait un peu cher pour la bourse des pèlerins. Le restant du temps, en Espagne, vous aurez, ça va osciller entre 5 et 6 € quoi, la nuit. D'accord. Ce qui est tout à fait abordable. Quelle différence il y a entre l'accueil espagnol et l'accueil français, par exemple? L'accueil espagnol, tous les hospitaliers, systématiquement, ont fait le Camino. Sinon pas vraiment, et vraiment fait le Camino dans sa longueur, c'est-à-dire au moins 1000 km, c'est-à-dire, 1000, j'exagère un petit peu, peut-être 900 km en partant de Saint-Jean-de-Pied-de-Port à Saint-Jacques. Oui. Ou en partant du Puy pour les Français qui font hospitalier. Alors les hospitaliers, c'est en Espagne des personnes qui vont donner une semaine de leur année pour accueillir les pèlerins, c'est-à-dire qu'ils prennent sur leurs vacances pour aller accueillir les autres, tout simplement. C'est très gentil. Ah oui, mais il y a une forme d'altruisme ou quelque chose comme ça? Ah, il y a énormément d'altruisme sur le Camino. Je crois qu'il est vraiment là pour ça. Et c'est à mon sens la grande différence entre ce chemin et tout autre chemin, c'est parce que nous sommes ensemble, encore une fois. C'est toujours cette notion du ensemble. L'autre et moi. L'autre et nous. L'autre et nous, oui. L'autre et nous. Pour moi, c'est plutôt l'autre et nous. Tiens, mais en même temps, c'est un double sens. L'autre et moi, ça fait les moi. Ça m'émeut. Tout à fait. Et là, vous aurez l'occasion de... Alors, moi, personnellement, j'ai pas fait beaucoup d'églises parce que faute d'intérêt. C'est pas ton truc, tout simplement, quoi. Oui, et puis surtout, il faut savoir que les cathédrales en Espagne qui ont quand même été méchamment... Enfin, ça, c'est l'histoire. Non, pas escatées, mais elles ont été faites sur la misère humaine. C'est quand même... l'argent, il vient de quelque part, et notamment de l'Amérique du Sud, où ils ont quand même piqué un peu l'or là-bas, dans des conditions qui sont, à mon sens, pas très, très, très sympathiques. Elles sont payantes.
C'est-à-dire que vous rentrez dans... Non, il faut payer en plus. Donc les marchands du On temple... paye pour entrer dans une église? Ah, dans les cathédrales, oui. Les D'accord. marchands du temple sont là à chaque fois. Il y a toujours les marchands... Bon, non, par principe, ça m'intéresse pas. Et puis bon, les dorures, Ah, non, on ce va genre en faire d'église-là une. m'intéresse pas du tout non plus. Hein. J'ai fait par contre beaucoup d'autres églises. Et pour moi, l'église, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le bistrot. Alors j'ai fait entre 200, je pense, 200 et 500 bistrots. Et c'est chaque fois... Un vrai breton, quoi. Non, parce que je ne bois pas spécialement, mais c'était la rencontre avec l'autre toujours. Avec des confrères, avec des personnes. Je t'imagine bien en train de manger le casse-croûte et le machin. Ah, ouais. Les tortillas, Ouais. c'est extraordinaire. Tu prends des pinchos, non, il y a toute une... C'est fabuleux, c'est quelque chose. Et donc je vais faire de ville en ville, de village en village, c'est tout un parcours d'émotion, raconter ça, si, on pourrait le faire par écrit, mais il n'y a pas un Camino, il y a 1000 Caminos. Chacun son... Il y a pas une version, il y a 1000 versions. La seule chose, c'est faux. Faites-le, mais faites-le pour un changement, faites-le pour un soulagement, faites-le pour quelque chose, et donnez-vous vraiment les moyens de le faire, c'est-à-dire donnez-vous le temps. C'est le plus beau cadeau, à mon sens, que vous puissiez vous faire, c'est de vous donner le temps de profiter du Camino. Et de ses bienfaits. C'est extraordinaire. Faites-le. Voilà, alors tu arrives à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Ça se passe comment? C'est quoi Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors, ça va faire rigoler tout le monde. J'ai marché pendant 2 mois. Et la veille d'arriver à Saint-Jacques, 2 tendinites. Une à l'intérieur du pied gauche et l'autre sur le mollet droit. C'est ce qu'on appelle plein les pattes, quoi. Et ouais, le corps te dit stop, c'est fini mon gars, t'en as assez fait, quoi. Donc t'arrives à Saint-Jacques, les 9 derniers kilomètres. Je les ai fait en bus. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus marcher. C'est au marathonien qui arrive juste presque près de la ligne d'arrivée. T'es à la ligne d'arrivée, mais tu es sur la ligne d'arrivée. Et en plus, de monter dans le bus, d'abord parce que les gens vont m'amener au bus, parce que je sais pas, t'imagines, t'es en pleine cambrousse, tu toujours sur la route vers nulle part, tu vas toujours en direction de Saint-Jacques, tu peux plus marcher, mais vraiment plus marcher du tout. C'est-à-dire que tu vas faire 10 mètres, pour faire 10 mètres, il va te falloir au moins 1 minute ou 2. Tu peux plus marcher. D'accord. T'es rincé. Et le déchirement, c'est quand t'es dans le bus et que tu vois tous les copains, toutes les personnes que t'as vues, qui sont en train d'arriver. Et là, franchement, là, tu regrettes de pas... Tu voudrais vraiment être avec eux. Et tu les vois, t'es dans le bus, dans ton bocal, et puis tu les vois, et puis t'es pas avec eux. Et ça, c'est un peu dur. On va se retrouver à l'arrivée une fois que on aura fait notre Compostela. Il y a plein de bistrots, donc on va se retrouver. Mais c'est dur de pas être avec les copains, quoi. Et les copines. Oui, mais enfin, à 9 km près, quoi, donc c'est pas non plus... Ben, mais je sais, c'est le fait de terminer... C'est les 9 km de trop, quoi. En fait, c'est vraiment là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, le bout du bout, mais on sait pas où c'est. Non. Parce qu'en fait, je sais il pas manque où 9 c'est. km. Ouais, mais après, je vais continuer en prenant le bus vers Fisterra, qui est j'aurais aimé. Je pense qu'un de ces 4, je le ferai de Saint-Jacques, parce que vous traversez des forêts d'eucalyptus, c'est génial. T'as ces écorces qui pendent comme ça, c'est très étonnant. Pour arriver à ce spectacle absolument merveilleux qui est la Fisterra, qui est ce Cap Finistère. C'est magique. C'est une côte qui me fait penser un petit peu, vous voyez, à Crozon. Mais un Crozon multiplié par 2, quoi. C'est grand, c'est beau, c'est lumineux. Un air qui est lumineux, c'est Fisterra, quoi. Et ça, je pense que j'aimerais bien le faire. Et puis si j'avais un petit bout de chemin à faire, je pense que ça serait en partant du Portugal pour remonter sur Saint-Jacques, parce que là aussi il y a pas mal de trucs à voir et à vivre. Ouais. Oui, et sinon, donc Saint-Jacques, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ou spécial à voir? C'est quoi? C'est une cathédrale? C'est... Chacun y voit. C'est difficile pour moi de répondre, parce que chacun y va de son émotion. Pour moi, ça représentait rien du tout. Donc voilà, oui. Ça représentait rien. Donc disons que alors pour un touriste, façon de parler aussi entre parenthèses. Hein.
Je peux pas dire. Pour moi, Non. j'étais là. Bon, ça n'a pas. J'ai continué ce que je te disais en direction de Fisterra. Et puis après, ça sera le retour. Donc 2 jours après, à Corogne, et puis Riron, où je vais embarquer et traverser. T'es rentré comment alors, en bateau? Oui. D'accord. Et je vais embarquer pour Saint-Nazaire, quoi. Donc Riron, Saint-Nazaire. Et comme j'ai pas préparé le voyage, je ne sais donc pas comment je vais rentrer. Oui. Il me reste plus que 150 euros en poche, et je n'ai plus assez pour rentrer. Et comment est-ce que je vais faire? Et puis c'est un gars qui il va me le dire. Il va me dire, écoute Jean-Christophe, c'est simple, tu peux prendre le bateau. Riron, il m'a expliqué le truc, et puis voilà. Donc pour 55 euros, je me suis retrouvé à traverser les golfs de Gascogne, et puis débarquer à Saint-Nazaire. Super. Tout simplement. Alors que tu en retiens quoi? Quel Du est Camino la conclusion, enfin en fait, c'est même pas une conclusion parce que quelque part, c'est presque un début de quelque chose. c'est la fin de quelque chose pour moi et le début, d'autre chose. Oui. En tous les cas, ça se fait sous l'égide de la sérénité. Sérénité, ouais. C'est le mot pour moi, c'est la. C'est quand même quelque chose de poignant, quelque chose de. C'est. Ah bah parce que je viens de rentrer quand même, il y a pas longtemps que Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui aura marqué vraiment ton petit bout de chemin, ta vie, quoi. Beaucoup de choses marquent notre vie, mais c'est la première fois que je m'octroie ce temps. Un temps pour soi, un temps pour rien, un temps pour tout. C'est un temps pour rien et un temps pour tout. C'est beau. Hein. C'est la route vers nulle part, qui est vers soi, qui est dans le carpe diem. Ça, ouais. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous séparer. L'espace d'une semaine. Nous nous retrouverons donc très bientôt, jeudi prochain, pour une nouvelle interview. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous garantis que Jean-Christophe reviendra nous parler de ses futures aventures, parce que je crois savoir qu'il a un grand projet en tête. Et voilà, il viendra nous en parler quelque peu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous retrouve très bientôt. Salut Jean-Christophe, à bientôt. Au revoir et merci. Salut.